Salut et bienvenue sur Optimum Live Réveille ton potentiel. C'est l'émission à la cool où à travers une discussion avec des experts dans leur thématique, on progresse, on apprend pour optimiser. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Caroline Renaud. Caroline, c'est une coach professionnelle. Caroline, c'est une amateur de balançoire avec qui j'ai passé ma certification de coach professionnel. Elle est fan de métaphores. Tu peux la retrouver sur Instagram avec Métaphore Coaching. Et, euh, et j'ai envie de te laisser la découvrir. Caroline, bienvenue. Salut Mathieu, merci de ton invitation. Je suis ravie d'être là et en même temps un peu stressée aussi. Et tu sais quoi, Caro? T'es pas ma première, mais je me sens vachement plus stressé. C'est marrant. Hmm. Ah oui, c'est marrant. Je t'impressionne? Non, je te connais par cœur. Je pense que j'y mets vraiment beaucoup d'intention parce que si tu te souviens, il y a un peu plus d'un an, on avait abordé la thématique des podcasts et on s'est dit qu'on lancerait quelque chose et puis bah finalement, c'est vraiment parti quoi. Ouais. Et Mais donc je écoute, en pense tout qu'il y a cas, ce petit. je suis ravie Vas-y, d'être là en tout cas. et bah moi aussi. Bon, j'ai fait une présentation très succincte. Qu'est-ce que tu as envie de rajouter? Ce que j'ai envie de rajouter, c'est que je suis une femme complexe, sensible, pleine de paradoxes. Je me remets facilement en question. Bon, alors pas toujours dans le bon sens du terme, mais en tout cas, j'ai cette capacité de remise en section, je dis quoi? En question. Ouais, tout à fait. Voilà, j'aime, comme tu l'as dit, faire de la balançoire. J'adore apprendre. Je suis très curieuse. J'aime les rillettes. Et des choses que je déteste, parce que j'aime bien aussi dire ce que je déteste, l'autoritarisme. Tu vois, l'autorité pour l'autorité, la mauvaise foi. Même si je la pratique aussi, hein, je veux dire, faut pas, je suis assez lucide là-dessus. Et je déteste les anchois également. Ah, bah on a ça Euh, en commun aussi. Ouais. donc voilà comment je pourrais me présenter aujourd'hui. Eh ben super, merci pour cette présentation. Alors Caro, on se connaît ensemble parce qu'on a suivi un cursus de coaching ensemble. On a passé de longs mois dans la bibliothèque bienveillance en plus. Donc on pourra peut-être discuter un petit peu de ce mot parce que ça a été quelque chose d'un peu fort. Moi je suis ravi de t'avoir découvert. On se connaît très bien en fait en profondeur parce qu'à travers le processus de coaching tu vois beaucoup de choses. Et, euh, et on est dans des types de coaching complètement opposés, toi et moi. Euh, Et on se rejoint par contre sur. Je vois beaucoup ton. Le rire veut dire beaucoup de choses, mais on se rejoint aussi sur l'amour des mots et des métaphores. Oui, c'est ça. Alors le côté opposé, si tu peux préciser, qu'on parte pas sur des malentendus. Ah, mais j'avais envie de te laisser partir. Je sais qu'on accroche assez régulièrement sur le côté passage à l'action, énergie que j'utilise et que je véhicule. Et tu as parlé, toi, tout à l'heure de ta capacité à te remettre en question, à poser des questions. Donc tu serais plutôt sur du coaching un peu plus questionnant et enrobant, ou moi, même si je suis enrobant, je vais être orienté vers l'action. Ah oui, complètement. Moi, j'ai un rapport à l'action qui est très paradoxal, qui a beaucoup évolué dans le temps. Euh, j'ai toute une période de ma vie, en fait, j'ai fait beaucoup de choses sans me poser de questions. Alors non, c'est pas honnête, parce que je me pose toujours des questions, mais sans poser les questions que j'aurais pu me poser à ce moment-là. Euh, En fait, je me posais pas des questions par rapport à moi. Pourquoi je faisais les choses? Qu'est-ce qui fait que je faisais les choses? Je faisais, euh, voilà. Et, euh, et j'ai perdu le fil. Alors, je suis désolée hein, pour ceux que nous regardent ou nous écoutent, ça fait partie aussi de moi. Je peux perdre le fil facilement. Voilà, c'est quelque chose maintenant que je connais de moi, parce que on va être amené, je pense, à parler de la connaissance de soi. Donc voilà, aujourd'hui je l'accepte, j'ai perdu le fil, peut-être qu'il reviendra ou pas. Mais voilà, aujourd'hui j'en rigole parce que bah voilà, ça fait aussi partie de moi. Donc je ne sais plus ce qu'on disait, Mathieu. Ça va être inconfortable pour toi, hein, peut-être. Non, t'inquiète pas. On parlait de notre différence de style de coaching et tu me demandais de préciser pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ah oui, passage à l'action, ça me revient. Ouais.
Tout à fait. Donc, j'ai beaucoup fait, beaucoup fait, beaucoup fait. Je connaissais pas mes besoins, je connaissais pas mes limites. Et puis, bah, il y a eu une période de ma vie où voilà, je me suis un peu écroulée, on va dire. J'étais cramée, comme on dit. Et c'est vrai que depuis, mon rapport à l'action a beaucoup changé. Et aujourd'hui, je suis encore un peu dans l'extrême inverse, c'est-à-dire que je fais moins. Je pense qu'il y a encore des peurs de nouveau. Comme si le fait de faire, je risquais à nouveau de me cramer régulièrement, alors qu'en fait, aujourd'hui, je me connais mieux et je serais capable d'arrêter. Mais tu vois, j'ai encore des résistances par rapport à ça. Donc pour moi, aujourd'hui, le passage à l'action, oui, il n'est pas évident. Il n'est pas évident pour moi. Ouais, je sais, quand on échange, souvent j'entends une retenue. Cette peur de te cramer, je l'entends, mais Mm. quand on regarde un peu en arrière, t'as fait un paquet d'actions. Et oui, alors c'est ça. Tu vois, c'est en termes de paradoxe. Et en fait, au final, ça veut dire quoi passer à l'action, en fait, pour soi? Est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est faire des choses, apprendre des choses? Il y a une notion de temps aussi, effectivement, moi-même. Tu vois, ça, c'est une astuce que j'ai mis en place, par exemple, c'est que je note pas mal de choses que je fais. Parce que Mhm. pour moi, comme manifestement, j'ai des petits réglages à faire sur, pour voir vraiment si j'ai fait quelque chose ou pas, d'avoir un support, bah, ça me permet de dire, OK, Caro, t'as pas rien fait. Tu as fait ça, ça et ça. Ok. Donc, Et ces notes là, tu les voilà. regardes à quelle fréquence? Je les regarde une fois par mois à peu près, ou alors quand je sens au bout de 2, 3 jours que vraiment je m'installe dans quelque chose qui est assez, voilà, une sorte d'inertie. euh, ou quand je vois des personnes qui sont actives, en tout cas plus actives que moi, par exemple Mathieu, euh, et là je me dis, ah Mathieu il fait plein de trucs et moi je fais rien. Et au lieu de me laisser embarquer par ce discours, je dis, non, pop, pop, non, Caro, tu ne fais pas rien, c'est différent, mais tu fais. Voilà, c'est une petite astuce qui n'est pas extraordinaire, hein, mais qui en tout cas, moi, m'aide par rapport à ce passage à l'action. Si je peux me permettre, petite astuce pas extraordinaire. En fait, c'est une astuce et c'est le secret de la productivité, de la mise en action. C'est que des petits trucs comme ça, des trucs qui te correspondent. Donc bravo Caro d'avoir trouvé celui-là et je suis sûr que il va servir à plein de gens. Oui, c'est vrai que j'en parle régulièrement avec d'autres et tu vois, c'est un autre sujet, hein, mais on a vraiment chacun nos propres repères et qui sont pas forcément ceux des autres. Et c'est vrai qu'en en discutant, ben, on se rend compte que oui, ça peut aussi aider d'autres personnes de choses qui pour nous paraissent évidentes ou insignifiantes. Et ça, c'est vraiment important de le souligner. Donc c'est pour ça que parfois je suis pas sans filtre, mais je dis des choses, je dis ce que je vis, pas pour dire que je fais ça ou que je suis ça ou que je fais pas ça ou je suis pas ça, mais peut-être que ça peut résonner et que ça peut aussi, bah voilà, éclairer quelque chose chez une autre personne. Ouais, mais ça, je partage beaucoup ce que tu dis. C'est pour ça qu'en fait, je communique beaucoup sur les réseaux. C'est aussi un moyen d'augmenter ma communauté et puis de trouver des clients. Mais c'est aussi pour aider, éclairer les gens. Tu te souviens, dans notre formation, on parlait des images et donc il y avait le phare, moi, qui était ressorti. Ouais. Et, euh, et c'est quelque chose que j'essaye d'incarner. Montrer une voie, c'est pas forcément la meilleure, mais inspirer à l'action. Et on en parlait tout à l'heure, là, tu vois, tu disais, qu'est-ce que c'est que l'action? Le passage à l'action. Euh, Il y a plein de gens qui m'avaient fait la réflexion. Toi, Mathieu, je suis sûr, en séance, quelqu'un qui veut pas faire des trucs, ça va t'énerver. Et t'as dit quelque chose de complètement juste. Ça veut dire quoi faire des trucs? Moi, quelqu'un qui chemine sur son projet, même dans son intellect, et qui est en train de dénouer des nœuds, il fait quelque chose en fait. C'est un passage à l'action. Et passage à l'action, ça veut pas dire se mettre en grand écart. Passage à l'action, c'est commencer à faire quelque chose vers son objectif. Ah ouais, mais je te rejoins complètement. Pour moi, là, ça touche une notion de ce qui est visible ou pas. Et c'est un des thèmes que j'aborde quand je parle de la connaissance de soi. Parce que pour faire le lien, du coup, avec le thème de ton interview Optimum Life, honnêtement, au début, quand tu m'as proposé de le faire, je dis, bah oui, c'est bien beau, mais moi, je suis experte en quoi? Je suis experte.
en rien, en fait. Et après, je me suis dit, OK, moi, ce qui me porte là, depuis quelque temps, c'est la connaissance de soi. Je pars du principe que si on ne sait pas, alors c'est pas tant qui on est, mais c'est comment on est, comment on fonctionne. Si on ne sait pas comment on fonctionne, on ne peut pas bien fonctionner. Et donc, on n'est pas optimum life. Super ça. Et alors, ma connaissance de soi, ça commence par quoi? Oh, la connaissance de soi, mais ça commence par plein de choses. Alors, ça commence par tout ce qu'on connaît, tout ce qui se voit. Tu vois, moi, je suis une femme, voilà, je suis châtain, euh, de plus en plus qui tire vers le gris. Euh, voilà, je suis un être humain, je suis une personne de petite taille. Alors, de petite taille, je fais 1,53 m. Voilà, donc c'est une de mes caractéristiques. Je suis quelqu'un qui a besoin d'apprendre, de poser des questions, de comprendre. C'est un besoin chez moi, c'est vital, c'est viscéral. Je suis quelqu'un qui a des valeurs, mais comme la plupart des personnes. Euh, et tu vois, en termes de valeurs, là, ce qui me vient tout de suite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, Moi, j'ai une valeur qui est l'authenticité. C'est-à-dire, ben voilà, oser être comme on est, qui on est. Ça ne veut pas dire faire tout ce qu'on veut tout le temps, mais ça veut dire faire des choix dans ce qu'on choisit de montrer et quand on montre d'être authentique. Euh, et par rapport au mot, tu vois, si je te dis authenticité, tu as peut-être une valeur authenticité aussi, mais peut-être que toi, derrière ce mot, tu vas y mettre tout à fait autre chose. Ah, ça, on est carrément dedans. En plus, le mot authenticité, en ce moment, je le vois beaucoup sur les réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, authentique, ça veut dire être droit dans mes baskets, être moi-même, ne pas porter de masque social trop fort, parce que je veux dire pas porter de masque, mais en fait, c'est impossible de pas porter de masque. Et ça me fait penser à une discussion qu'on a eue la semaine dernière, où tu as parlé du Mathieu sur les réseaux sociaux et du Mathieu que tu as vu en live en interview, Mm. et que là, tu connectais avec le vrai Mathieu. Ouais. C'est exactement ça. Dans tous les cas, je cherche à être authentique, mais il y a quelque chose de différent, sans doute. Oui, 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 mais complètement. Et puis on a tous des rôles. Enfin voilà, on a tous des masques, des rôles. Ce qui me semble fondamental, en fait, c'est d'être au clair sur le fait qu'on tient ces rôles, qu'on en soit conscient et qu'on choisisse de les porter ou pas en fonction de ce qu'on a envie ou pas, de ce qu'on aime ou pas. Pour moi, c'est ça aussi la connaissance de soi. C'est fondamental de se connaître. Et après, on fait ce qu'on a envie quelque part. Tu vois. Mhm. Et ça, c'est des notions, c'est pas évident et en termes de communication, ça peut être vite compliqué parce qu'à mots identiques, les gens peuvent avoir derrière des représentations différentes parce qu'ils ont un vécu différent, des perceptions différentes, etc., etc. Et ça, je trouve que malgré tout, c'est pas comme plein de choses, on n'apprend pas ça à l'école, on n'apprend pas ça quand on grandit. C'est vrai que moi, je trouve que la personne la plus authentique qui existe, c'est l'enfant en fait. Enfin, toi, l'enfant, il est libre, l'enfant, il fait, il dit. Il est comme il est. Et à un moment, tu as l'environnement, l'éducation, un système normatif. Et alors, j'ai peut-être beaucoup parlé de normes hein, dans l'interview. Moi, c'est quelque chose qui me... Voilà, ça gratte un peu la norme. Bien sûr qu'il faut des normes. On vit en société, on peut pas, ce serait l'anarchie. La difficulté, c'est qu'une norme dans l'absolu, ça ne veut rien dire. C'est toujours contextualisé. Mhm. Donc, ça s'adapte, etc. Et, et ce que je trouve dommage, c'est que sous prétexte de normes ou de il faut ou de je dois ou d'héritage culturel ou tout ce qu'on veut, finalement, l'enfant, ben, il perd de sa substance, il perd de ce qu'il aime parce que il faut, je dois, c'est bien, c'est pas bien, ça se fait pas. Et, euh, et c'est terrible, en fait. Ça me fait penser à l'enfant. Quand on est adulte, pour revenir aux besoins, euh, moi, le nombre de personnes que je connais, et moi-même il n'y a pas longtemps, y compris dans mes clients, quand tu dis de quoi tu as besoin, beaucoup de personnes ne savent pas de quoi elles ont besoin. Alors, il y a plusieurs choses derrière. Alors, il y en a qui savent, mais qui ne s'autorisent pas à le dire. C'est un autre sujet, mais
Mais finalement, quand il réfléchit, quand tu es petit et que l'enfant il dit je veux, tu lui dis quoi? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants quand on dit je veux? On ne dit pas je veux, c'est pas bien. Ah, oui, mais je veux. On ne dit pas je veux, c'est pas bien. Et tu vois, il y a plein de choses comme ça, du coup, on désapprend ce qu'on a naturellement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, dans mon enfance, le je veux, j'ai pu le dire beaucoup, donc c'est pas ça. Mais par contre, il y a bien le côté norme. Il faut faire ça, il faut bien travailler à l'école, il faut être premier de la classe, C'est ça. il faut être poli, il faut tirer faire un bisou. Et donc, à travers toutes ces injonctions, tu déconstruis ton enfant. Ouais, ouais, c'est ça. Quand tu vois le bébé, quand il commence à parler, mais les parents sont contents. Quand tu lui apprends à marcher, tu veux qu'il marche. Et une fois qu'il marche, tu dis, oh, tu vas rester 8 heures assis sur une chaise maintenant. Bah, Ah, c'est comme le tu parler, vois, hein. T'es content au début, mais au bout d'un moment, t'en as marre, hein. oui, à un moment, tu dis, oh, il a dit maman, oh, il m'a posé des questions, il me pose plein de questions. Puis après, c'est, mais arrête avec tes questions. Et voilà. Et après, c'est comme ça, tu vois, je remets pas en cause. C'est comme ça, mais ça me semble quand même important, du coup, à un moment donné, de se remettre au clair parce qu'on peut vite se perdre. Et moi, j'ai eu l'impression, la sensation d'avoir passé une partie de ma vie, et c'est pas grave, entre guillemets, c'est comme ça, d'être à côté de mes pompes, en fait. J'ai été longtemps, en fait, on parlait de masque, j'avais des rôles. J'ai été une maman, j'étais une fille, j'étais une nièce, j'étais une tante, j'étais une collègue, j'étais une amie, etc., etc. Comme en fait, comme si j'étais un taxi. Ça, c'est une des premières métaphores qui m'est venue. C'est comme si j'étais un taxi, puis je conduisais à droite, à gauche, etc., etc. Mais il y avait qui au volant du taxi, en fait? Il y avait qui derrière le volant? Elle conduisait pas toute seule la voiture. Toi, j'avais mon corps et puis à l'intérieur, il y avait qui? Et un jour, bah, ça s'est pas fait en un jour, bien sûr, mais euh, je me suis dit, ah putain, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un à l'intérieur de cette voiture qui conduit, mais c'est qui? Elle aime quoi? Elle veut quoi? Enfin, c'est qui cette bonne femme en fait? C'est fou, Caro. Merci pour ça. Et puis ça me parle beaucoup. Moi, j'utilise le terme des casquettes, mais en fait, c'est exactement pareil. Je passais mon temps à changer de casquette, mais je me suis jamais posé la question, à part récemment, sur la tête de qui. Ouais, c'est ça. Et pour moi, du coup, le thème de la connaissance de soi, à partir de là, il est devenu comme une évidence parce que parce qu'il faut que je sache qui conduit ma voiture, quoi. Bah oui. Enfin, sinon je vais dans le mur et j'ai vu des murs et je m'en prendrai certainement d'autres, mais tu vois. Et donc c'est ça pour moi, apprendre à se connaître, y compris dans son mode de fonctionnement. Parce que alors moi on n'a pas parlé, mais j'accompagne donc principalement des particuliers qui souhaitent mieux se connaître et aussi spécifiquement des particuliers qui peuvent se sentir, des personnes qui peuvent se sentir en décalage, et qui soient concernées par un mode de fonctionnement. Alors ça peut être surdoué, HPI, haute sensibilité. Il y a plusieurs types, on va dire, qui diffèrent un petit peu de la norme, de la de la majorité. Euh, et pour moi, tu vois, moi, quand j'ai découvert mon fonctionnement, mais ça a changé ma vie. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai une super vie maintenant, mais ça veut dire que je suis au clair sur ce qui est acceptable pour moi, ce qui n'est pas acceptable pour moi, comment je fonctionne pas, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient pas, etc. Et du coup, de faire des choix en conscience, tu vois, vraiment. Ouais, moi, Et si je peux rebondir, un autre truc, je pense que ça fait partie de la connaissance de soi aussi, donc j'apprends beaucoup aussi sur moi. Apprendre à comprendre des réactions, ça me permet de mieux faire des choix, de pas partir. Moi, j'en ai parlé il y a pas longtemps, je crois. Une émotion que je connaissais très très bien, c'était la colère. Mais la colère qui explosait et j'arrivais pas à la voir venir. Et maintenant, en fait, j'ai des signes. Je sais ce qui est pas nourri parce que je sais qu'il y a telle valeur qui est pas nourrie, que là, ça va parler à telle partie de moi, que là, je suis pas OK avec ça et ça me permet d'anticiper et effectivement d'agir en conscience. Et ça, ça change la vie vraiment.
Ah ouais, ouais, c'est ça. Et puis s'observer et le rapport au corps, là que tu dis, tu reconnais les signes, il est essentiel. Moi, je l'ai jamais eu. Enfin, moi, j'ai beaucoup somatisé depuis toute petite. Donc, je voyais bien qu'il y avait des trucs, mais je comprenais pas le message. Et parfois encore, je dis, bah ok, je vois bien qu'il y a un truc, mais sois plus clair. Je ne te comprends pas. Je ne t'entends pas. Et ce qui est pas évident dans ce cadre-là, c'est que tu vois, il y a des différences et il y a des choses qui sont visibles pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, qui se voient. Donc là, ça pose moins de problèmes, mais il y a des choses qui ne se voient pas. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de savoir. Euh, et c'est là, pour moi, que c'est fondamental. Euh, je vais prendre l'exemple de la taille. Ça peut parler à plusieurs personnes. Donc, comme je le disais, moi, je fais 1,53 m. Si on se réfère aux normes, j'ai fait quelques recherches, hein, vite fait. En France, les femmes, la moyenne de la taille, c'est 1,64 m. Voilà. Moi, je fais 1,53 m. En soi, c'est juste un fait. En fait, je suis en dessous de la norme. Mais comme ça se voit, depuis plus petite, j'ai été étiquetée petite. Je suis petite. Euh, et en quoi c'est important de le savoir, en fait, c'est que à partir du moment où je sais que je suis petite, je vois bien que s'il y a un truc à 2 mètres de haut, j'ai beau tendre le bras, je ne l'atteindrai pas. On est d'accord jusque-là? Mais si je ne sais pas que je suis petite, je peux passer des heures, des semaines à essayer d'atteindre quelque chose, mais que je n'aurai jamais, puisque je ne suis pas faite comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, encore une fois, quand on est sur des choses qui se voient, c'est évident pour tout le monde. Mais quand on est sur des modes de fonctionnement internes ou des pensées ou des choses qui ne se voient pas, qu'on n'est pas en mesure de prouver, ça peut devenir beaucoup plus compliqué si on est dans un environnement qui n'est pas adapté. Il y a un truc qui m'est venu, mais avec l'image que tu as utilisée, je ne sais pas comment l'appliquer. Tu vas sans doute trouver une métaphore, toi. Tu as parlé des étiquettes et ça m'a fait penser à une publication que j'avais fait il y a quelques temps, pardon, où on en avait reparlé aussi. Ouais. Euh, En fait, les étiquettes, on se les colle, on nous les colle, et en fait, on a le choix de les accepter ou de les accepter ou les décoller. Pas celle de la taille, malheureusement. C'est pour ça que je suis embêté. Mais et encore, peut-être que ça pourrait avoir un impact sur la croissance quand t'es enfant. Va savoir. Parce que j'allais revenir sur par exemple, la perte de poids ou prendre du poids. Si tu te dis et qu'on te dit je suis gros, je suis gros, je suis gros, tu resteras gros tout le temps en fait. Et si jamais tu arrives à perdre du poids, naturellement, intuitivement, ton corps va redevenir gros parce qu'en fait, il faut coller l'étiquette que tu as donnée. Et, euh, et si tu changes ton étiquette en te disant bah finalement je suis mince ou je suis athlétique ou je suis bien, ton subconscient aussi va y aller. Donc il y a un pouvoir des étiquettes que tu te colles ou qu'on te colle qui est à la fois négatif et positif. Alors, tout à fait. Sur l'étiquette, oui, on en avait discuté, j'avais fait un post aussi. Euh, Ce qui me... il y a un truc qui me vient, c'est qu'effectivement, si on pense qu'on n'est pas ça, on ne pourra pas l'être. Ouais. Enfin, tu vois, pour l'être humain, pour le cerveau, si je suis convaincue que je ne suis pas comme ça, je ne le serai pas. Donc, il y a aussi toutes les croyances derrière. Mais l'étiquette, en fait, on en a plein d'étiquettes. On a la taille, on a notre prénom, on a nos mensurations, on a nos masques aussi. Tout est étiquette. Ouais. Mais le but de l'étiquette, c'est pas de s'enfermer. Et sur le sujet des hauts potentiels ou de la haute sensibilité, ça revient systématiquement. Mais alors que pourquoi ça revient systématiquement? C'est c'est pas le sujet en fait. L'étiquette, elle sert à quoi? Pour moi, l'étiquette, elle sert à connaître ton mode de fonctionnement. Tu as un pull en laine, tu veux le laver, tu peux regarder l'étiquette, on te dit que c'est de la laine, voilà comment ça se lave, voilà ce qu'il faut éviter, voilà ce qu'on préconise. Si tu ne le sais pas et que tu mets ton pull en laine dans une machine à 90 degrés, je pense que tu vas le récupérer, il va être un petit peu petit, voire foutu. Donc c'est en ça que c'est important l'étiquette. Et, et je t'assure que sur des personnes, quand on
c'est pas notre mode de fonctionnement. Et tel qu'il soit, il n'y a pas de fonctionnement qui est mieux ou moins bien. Mais il y a des vraies différences. Mais si tu ne le sais pas, c'est comme si tu te passais dans une machine à 90 degrés. Et après, l'étiquette sur les vêtements, on est d'accord, la plupart du temps, c'est à l'intérieur. Hmm. Donc, l'étiquette, elle est importante pour toi. Elle n'est pas importante pour l'autre. Et Sauf... pourtant, vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Là, il y a un truc qui m'est venu aussi là que j'ai pas mal entendu ces temps-ci. Alors j'ai pas les, tu sais que j'aime pas les acronymes, les machins, donc je retiens Ouais. pas. Mais on a besoin d'appartenir en tant qu'être humain à des groupes. Et là, j'étais en train de me faire la réflexion. J'écoutais encore des podcasts. Ah, c'est quoi ton type c'est quoi ton type animal de sommeil, machin truc. On s'en fout. Mais en fait, les gens essayent de se coller pour dire ah, on est tout pareil, on est copains, ou on n'est pas pareil, on est ennemis. C'est paradoxal, je trouve. Oui, c'est paradoxal parce qu'effectivement, il y a un besoin d'appartenance, de reconnaissance. L'être humain a besoin d'être aimé, d'être accepté, d'être reconnu. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Euh, et parfois, encore une fois, pour moi, l'environnement, il est essentiel. Si tu as toujours été dans un environnement où tu as le sentiment que tu n'es pas reconnu, je dis pas que tu l'es pas, hein, mais que tu as le sentiment que tu n'es pas reconnu, bah, l'étiquette, ça va être aussi à un moment une façon de d'exister, de revendiquer quelque chose, d'autant Mhm. plus qu'on est dans des sociétés, c'est mon point de vue, hein. Je suis ni historienne, ni psychologue, ni sociologue, ni rien du tout. Euh, et je m'énerve parce que j'ai encore perdu ce que je voulais dire. Fallait pas te Oui. Voilà. justifier. À un moment, tu vas te servir de ça pour revendiquer quelque chose parce que ça va être le seul moyen. On est quand même dans une société où j'ai le sentiment qu'on est sans cesse obligé de se justifier. Et donc, il y a des moments où tu sors l'étiquette parce que si tu ne sors pas l'étiquette, il se peut que tu ne sois pas reconnu et que tu ne sois pas validé dans ce que tu es. Et quand tu as passé toute une vie à pas être reconnu, validé, à te sentir moins différent, euh, et ça peut être le cas de tout le monde encore une fois, bah oui, parfois tu as l'étiquette pour revendiquer. C'est comme si, encore une fois, je reprends l'histoire du pull, hein, si le pull pouvait parler, tu le laves 4 fois. Ah, à un moment, il va te dire, mais regarde l'étiquette, c'est marqué dessus, tu vois bien que c'est pas 90. Et parfois, en tant qu'humain, moi je l'ai utilisé, ça peut m'arriver encore parfois, mais plus pour jouer maintenant, parce que je suis plus Hmm. au clair, ça peut encore m'arriver d'utiliser l'étiquette quand c'est une question d'intégrité pour moi, parce que c'est le plus que le seul moyen qui me reste pour me faire, pas accepter, mais au moins tolérer. Je parle même plus d'être comprise, tu vois. Avant, j'ai eu longtemps un combat, je me sentais pas compris, je me sentais pas compris. Et au final, j'ai lâché ça parce que je comprends qu'on ne comprenne pas. Comme moi, je comprends pas d'autres personnes ou d'autres modes de fonctionnement. Mais le lien que je fais avec la connaissance de soi, c'est que si tu ne le sais pas, c'est encore pire. Quand tu le sais, ça change tout, à Ouais. mon sens. C'est marrant quand t'expliquais ça, là, il m'est venu une image aussi. Bon, c'est un peu provoque exprès, hein, mais j'imaginais le Ouais, ouais. avec la pancarte Youhou, je suis HPI, youhou. Et en fait, ma réaction, parce que ça m'horripile en fait, Ouais, c'est ouais. d'entendre ça. Je dis bah ok super, mais je m'en fous en fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Salut, bonjour, enchanté. Ouais, ouais, Pourquoi non, mais revendiquer que t'es HPI, que t'es différente à une personne? Alors peut-être qu'il y a une interface différente, et cool, et apprends-moi à l'utiliser, mais comme pour une personne normale aussi en fait. mais complètement. Mais je suis d'accord. Et le seul delta que je fais, alors c'est que tout le monde ne fait pas ça. Et tout le monde en face non plus n'a pas cette démarche. Je dis, ok, j'entends, mais ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux comprendre, c'est toi. Mhm. Faut quand même être honnête. Il y a quand même des personnes qui soit ne comprennent pas, et encore une fois, je comprends qu'ils comprennent pas, parce que la personne qui a jamais mal, qui est insensible à la douleur, elle va avoir du mal à comprendre que tu as mal, puisqu'elle ne connaît, elle ne le vit pas. Donc, tu vois, Mhm. c'est en ça qu'en termes de compréhension, je comprends qu'on ne puisse pas comprendre. Mais tu as quand même toute une série de personnes qui sont contre-foot, que tu sois différent ou qui ne voient pas l'impact. Et pourtant, il y en a. Et donc, encore une fois, on revient à l'environnement. Quand tu as des personnes
Voilà, et puis tu apprends aussi, moi je sais que par rapport à ma fille, euh, il y a encore avec certains adultes, pourtant elle a 17 ans, des difficultés. On l'a jamais, euh, notamment dans le milieu scolaire, on n'est jamais arrivé en disant, ben voilà, Emma, les HPI, voilà, voilà, voilà. Parce que je comprends que ça puisse, en plus avec c'est pas du tout le débat aujourd'hui, mais avec le nombre de préjugés et de choses qui tournent. Et encore une fois, je critique pas non plus. On a tous des préjugés, j'ai des préjugés sur ce que je connais pas. Voilà. Après, c'est la capacité qu'on a de se remettre en cause et de s'ouvrir ou pas, en fonction de notre intérêt. Mais en fait, voilà. Le sujet, c'est pas d'être HPI, hypersensible ou différent. C'est, voilà, moi, de la manière dont je fonctionne, voilà quels sont mes besoins. Voilà ce que ça, je ne peux pas faire. C'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne sais pas faire. Je ne suis pas câblée pour faire ça. Mhm. Donc, comment on fait? Donc, soit, bien sûr qu'on s'adapte. Enfin, tout le monde s'adapte. Et si on ne s'adaptait pas, l'espèce, il n'y aurait plus d'espèce humaine. Mais bien se connaître, c'est jusqu'où je m'adapte et jusqu'où je me suradapte. Si je suis dans un environnement qui peut aussi un peu s'adapter, ça peut fonctionner. Si je suis dans un environnement qui ne peut pas s'adapter, mais moi, à un moment, je ne vais pas pouvoir m'adapter non plus. Et on aura beau me dire, fais un effort, le poisson, tu le sors de l'eau, il aura beau faire tous les efforts qu'il peut, il va crever. Parce que son domaine naturel, c'est l'eau. Mhm. Mais comme c'est des choses qui ne se voient pas, même les explications, en fait, il y a plein de choses comme ça. Des fois, on dit, ah, c'était bien. Et des fois, tu trouves pas les mots pour expliquer parce qu'il y a des choses qui se vivent simplement, qui ne s'expliquent pas. Et là, on est clairement là-dedans. Et donc, pour moi, c'est super important de se connaître. Ouais. Et si on revient sur justement les clients que tu accompagnes Ouais. dans leur connaissance de soi, euh, qu'est-ce que ça leur apporte? Bah, la plupart, alors ceux que j'ai accompagnés, ça leur apporte, tu vois, l'autre jour, j'ai une cliente qui me dit, c'est la première fois que je me sens compris et que j'ai l'impression d'être normale. Voilà ce que ça lui apporte. Ouais. Et tu vois, je suis émue quand j'en parle parce que ça apporte de l'intégrité. Oui, tu es quelqu'un de normal, en dehors de... Qu'est-ce que la normalité d'ailleurs, hein? Donc la norme n'est pas leur normalité, mais ça leur apporte des informations sur eux, sur le fait que peut-être qu'ils fonctionnent différemment, mais fonctionner différemment, ce n'est pas dysfonctionner. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent dysfonctionner. Moi, pendant des années, j'ai cru que je dysfonctionnais, j'en avais pris mon parti. Mhm. Et, et donc, en ça, bah, ça apporte plein de choses. Parce qu'après, ça apporte aussi. Alors, le savoir, c'est une chose. Après, il faut l'intégrer, il faut voir comment on vit. Après, il faut l'accepter plus comme on peut. Et c'est pas évident parce que plus tu vieillis, enfin, on a tous des conditionnements. Donc, c'est pas évident. Et ça t'apporte la conscience. Ça leur apporte de savoir qui est au volant Du taxi? de taxi, de choisir leur direction, leur dire ah là si je vais là je vais dans le mur, là c'est une impasse, j'ai déjà essayé, je savais pas pourquoi, aujourd'hui je sais pourquoi, donc je fais un autre choix. Ouais. Et c'est pas moi qui dysfonctionne. Et pourquoi ce serait moi d'ailleurs? Il y en a eu, elle me dit ouais j'ai l'impression de pas être normale. Et je lui dis mais en quoi t'es pas normale? En quoi tu penses que t'es pas normale? Donc elle me répond, je dis mais pour moi c'est normal ça. Et qu'est-ce qui fait que c'est pas les autres qui seraient pas normaux? Bah, tu vois, sans être dans le jugement, mais en fait, ça permet d'avoir ses propres repères, tout simplement. Ok, super. Ah, puis on parlait tout à l'heure de ton entourage. Euh, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes autour de nous. Donc, si t'es pas entouré des bonnes personnes, tu peux ne pas te sentir pas normal. Bah, complètement. Et même si les bonnes personnes sont très gentilles et de bonne volonté, tu vois. Ouais. Alors, je parle pas quand c'est l'inverse, mais et quand on parle d'environnement, on parle aussi d'environnement matériel. Un bureau, un cadre de vie. Il y a des perceptions. Des fois, moi, je peux rentrer dans une pièce, je suis privée d'oxygène. Hmm.
Toi, c'est un truc, voilà. Alors, ça s'explique pas, ça se vit. Mais du coup, typiquement, c'est des environnements que je vais éviter autant que faire se peut, bien sûr. Ou si je peux pas éviter, comme je le sais, je vais pouvoir me préparer, Un faire tuba? des choses, un tuba, ou avant, tu vois, me faire une séance de balançoire qui me mette en énergie pour monter la chose au maximum et pouvoir, du coup, intégrer cet environnement en étant haut et puis avoir une réserve, en fait. Ouais. Ou ça peut être après coup, me faire quelque chose qui me fait du bien pour recharger ce qui a pu me plomber. Tu vois, c'est des choses comme ça, c'est anodin, mais c'est fondamental. Donc si je reformule, là, finalement, à travers ce développement de ta connaissance de toi, tu as identifié certains terrains hostiles, et donc Complètement. avant d'y aller, enfin comme tu sais que tu dois y aller, tu vas avoir différentes stratégies, te charger de positif avant d'y aller, y aller, puis recharger les batteries, mais en tout cas, tu vas savoir que tu as quelque chose à faire pour ressortir haute en énergie à partir de là, quoi. Exactement. Ça me permet d'optimiser Ah. et de pas me cramer. Et ça me permet de prendre en compte simplement mes besoins. Enfin, simplement. C'est un sujet, c'est vaste, mais quelque part, c'est juste ça. Et ça me permet, c'est ça, hein, m'adapter sans me suradapter. Tu vois, le dernier post que j'avais fait sur la suradaptation, l'être humain, il peut survivre euh, je sais plus, 3 semaines sans manger, non, je sais plus, euh, 3 jours sans dormir non, 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, non, sans dormir oh, je sais plus la règle des trois, je me perds. C'est sur, tu l'as publié sur Métaphore? Oui, je sais plus, peu importe. Je Euh, l'ai. Justement, ça fait plusieurs fois que tu parles de la suradaptation. Euh, c'est ça. je- Tu peux développer un petit peu le concept? Mais en fait, la suradaptation, c'est ça. Aujourd'hui, je sais que, en tant qu'être humain, si je ne bois pas pendant 3 jours, je meurs. D'accord? Si j'ai besoin de boire beaucoup, si je ne bois pas 1 heure pour X raisons que je ne peux pas, je m'adapte. Soit je bois un peu plus avant, je peux me priver de boire pendant 1 heure, c'est bon. Ça ne me met pas en péril, je m'adapte. Si je bois pas pendant une journée, je me suradapte. Parce que mon corps, une journée sans boire, euh, ça peut avoir des conséquences néfastes. Si je ne bois pas pendant 3 jours, je meurs. C'est ça, s'adapter. C'est connaître nos besoins fondamentaux. Et c'est pas que manger, boire, c'est aussi psychologique, sociaux, de relations, etc. Et de se dire, OK, par rapport à ces besoins, où j'en suis et, 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 et à quel moment j'ai basculé dans la suradaptation et donc dans l'épuisement et dans les cas les plus extrêmes, voilà. C'est ça la suradaptation. C'est s'adapter mais en tenant compte de ses besoins pour préserver son intégrité. Et quand on est en mode pilote automatique, qu'on ne se connaît pas, ou même qu'on se connaît, mais que c'est pas le sujet parce que c'est plus important que les autres que soi, je sais pas si ça te parle, C'est euh, un autre sujet, ça, ouais. et pas tant que ça, à mon sens, en tout cas vu sous cet angle, hein, euh, la caméra s'est troublée. Hmm. Qu'est-ce que ça dit? Et donc c'est ça en fait, s'adapter, c'est c'est s'adapter en tenant compte de ses besoins. Parce que si on n'en tient plus compte, on se suradapte et ça peut pas bien fonctionner. Pour revenir à la voiture, si tu es au compte tour au maximum alors que tu es en seconde, le moteur il va cramer à un moment. Il faut passer la vitesse supérieure. Et de la même manière, si tu es en cinquième vitesse et que tu es à 20, tu risques de caler. Donc il faut adapter la vitesse. C'est ça la suradaptation. C'est régime moteur, vitesse, t'en es où? Qu'est-ce qui fait que tu fonctionnes globalement bien ou pas trop mal? Donc, s'adapter, c'est changer les vitesses pour que ton moteur tourne au régime idéal. Se suradapter, c'est rouler trop dans le rouge ou trop au bas régime. C'est ça. Ok. Et tout à l'heure, je disais, s'oublier par rapport aux autres, c'est un autre sujet. C'est juste que c'est un gros débat, mais effectivement, euh, quelqu'un qui va
Ça me parle. Qui va mettre les autres en avant pour pouvoir leur rendre service et faire plaisir. Forcément qu'ils s'écoutent pas, qu'ils s'oublient. Mais s'il s'oublie trop et qu'il se crame, il peut plus rendre service. On est d'accord. Donc les personnes là qui nous écoutent et qui se disent ouais mais je peux pas, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de me reposer parce que je dois aider ci, je dois aider ça. Cool, mais en fait dans 6 mois quand tu te seras écoulé, tu pourras plus aider les autres. Alors que tu Mm. prends du temps pour toi, pour te ressourcer, pour recharger tes batteries, un petit tour de balançoire, Ouais, et bah t'es reparti, tu peux aider plus de monde quoi. ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, tu me parles de balançoire, et je sais qu'il n'y a pas longtemps, on a eu une conversation où j'ai eu 2, 3 jours, on va dire, compliqués, où là, du coup, j'ai même pas été en capacité d'aller faire la balançoire. Tu Je vois, me j'étais souviens. trop. Donc, encore une fois, le fait de se connaître, ça ne veut pas dire qu'on va tout réussir tout le temps à être au maximum. Mais par contre, on va pouvoir vite identifier ce qui se passe, en prendre conscience et puis réajuster plus facilement euh, et plus rapidement, en fait. C'est vraiment ça, c'est être en conscience de bah, quel moteur on a sous le capot, de quoi il a besoin pour fonctionner, qu'est-ce qui lui va pas, est-ce qu'il faut que je change les roues à un moment. Parce que si tu vas en montagne, tu peux avoir des gros pneus 4x4. Si tu vas dans un petit village où les rues sont étroites et que c'est du bitume, bah, les roues seront peut-être pas adaptées. C'est ça, bien se connaître aussi. Ouais, ça me parle, parce que bien te connaître finalement, ça te permet de mieux t'adapter, mieux répondre aux besoins, plus vite, plus juste. Ouais, et puis d'être. Alors, on peut parler d'alignement. Enfin, il y a plein de notions autour de ça, mais c'est pas de vivre une vie extraordinaire, ni mieux, ni moins bien, mais c'est de vivre le mieux possible, en fait, avec qui on est et comment on fonctionne. Euh, Et, et c'est pas toujours simple parce qu'encore une fois, on a des cultures, des environnements, de l'histoire qui fait que voilà. Et de le connaître, je prends rapidement une autre métaphore. C'est comme si parfois on peut avoir le sentiment de ne pas parler le même langage et pas avoir la même culture que les autres. Hmm. Quand tu vas à l'étranger, tu ne parles pas la langue, tu sais que tu parles pas la langue. On va dire que tu vas au Japon, tu ne parles pas japonais. Tu sais que tu ne parles pas japonais. Donc, tu sais qu'il va falloir mettre en place des stratégies, t'adapter. Bon, maintenant, avec les outils numériques, c'est plus facile. Tu ne connais pas la culture. Peut-être que tu vas pas faire la bise au premier venu au Japon, parce que pour eux, ils font pas la bise, tu vois. Donc, il y a des choses que tu vas faire où l'environnement va te renvoyer que c'est pas correct, mais tu dis, ah bah oui, pardon, je ne savais pas. Donc, tu t'adaptes et tu es au courant. Eh bien, tout à chacun peut vivre ça, y compris quand on est dans le bon pays, entre guillemets. Moi, je suis en France, je parle la langue française, plus ou moins. Des fois, j'invente des mots. Euh, mais au final, c'est la même histoire. On est tous différents, mais c'est la même histoire qui se joue. C'est pas plus compliqué que ça. Sauf que ça ne se voit pas, puisqu'on vit dans le même pays et on parle la même langue. Donc, on devrait tous faire à peu près pareil, tu vois. Hmm. Et c'est pour ça qu'on se prend des murs, parce qu'on n'a pas idée que ça peut être différent. Euh, c'est viscéral à un moment, hein. Il y a des choses, c'est viscéral. Ouais, c'est intéressant avec ta métaphore sur le tourisme. Tu te dis, ok, au Japon, je peux m'expliquer, ils peuvent comprendre parce que je suis étranger, mais ils peuvent s'attendre quand même à ce que j'applique leurs coutumes. Mais en France, entre Français, on ne met pas ces précautions. Mais complètement. Alors qu'en fait, on pourrait, parce qu'effectivement, déjà, on pourrait ne pas venir de la même région. On pourrait parler de Mais, pain au chocolat et chocolatine, par exemple. mais tout à fait, mais c'est le cas. Alors moi, je suis originaire de Savoie. Là, il y a des expressions, je te cache pas, en Loire-Atlantique. Je dis, mais je ne comprenais pas, en fait. Donc là, c'est anecdotique, mais quand c'est pour... je vais grossir le trait, bien sûr, mais quand c'est tout le temps sur tous les sujets, sur toutes les situations, tu vois, ça peut être compliqué. Et quand tu le sais pas, ça peut être encore plus compliqué. Ouais. Donc oui, parfois, tu as besoin de revendiquer un truc. C'est peut-être pas la manière appropriée, mais parfois, ça peut passer par là. Mhm. Et parce que même quand tu parles la même langue, tu vois, tu dis tu as des dialectes ou enfin voilà, c'est.
Ouais, ou même pour aller plus loin, même si on a le même dialecte, on n'a pas le même prisme. Tu vois, on avait vu les métaprogrammes, il y a des gens qui ont beaucoup de détails, il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt olfactifs, il y en a qui sont plutôt sur l'écoute. Donc déjà, la même chose n'aura pas les mêmes impacts sur les mêmes personnes. Exactement. Et tu vois, moi, ce qui me met vraiment encore en difficulté, c'est le fait de devoir prouver ou justifier. Quand on dit oui, mais vas-y, prouve-moi que. Bah, prouve-moi que quoi? Enfin, c'est comme la douleur. Des fois, j'ai mal. Bah, vas-y, prouve-moi que t'as mal. Bah, enfin, je sais pas, c'est débile. Je peux pas te prouver que j'ai mal. C'est quelque chose que je ressens, tu vois. Et c'est ça qui est parfois très, très compliqué. Ah, ce que je trouve préoccupant dans ce que tu me dis, c'est pourquoi tu as besoin que je te prouve quelque chose en fait? Vas-y. Prouve-moi que t'as mal. Et pourquoi est-ce que j'ai besoin de te prouver que j'ai mal? Elle est où la confiance? Ah oui, j'entends, mais alors, je prends l'exemple, tu vas chez le médecin, moi, il y a certains médicaments où j'ai eu des effets secondaires, bah, c'était pas marqué sur la notice. Il y a une série de personnes qui sont concernées par ce type de choses. Pour autant, moi, je voyais bien qu'il y avait quelque chose et qu'il y avait un lien avec le médicament. Donc, je le savais, mais ce n'est pas marqué sur la notice. Mhm. Et la science ne l'a pas prouvé. Il n'y a pas d'études probantes. Donc, ce n'est pas vrai. Donc, on ne te croit pas. C'est ça là, c'est ça qui joue derrière, tu vois? Ouais, on en revient au débat entre les sachants et leur posture et les autres. Oui. Et après, encore une fois, je jette pas la pierre parce que moi-même, j'ai été comme ça, je peux être comme ça, je serai encore comme ça sur des sujets que je connais pas ou qui dépassent mon entendement. Parce que moi aussi, il y a des choses que je vois, mais je trouve ça lunaire. C'est inconcevable pour moi. Donc tu vois, je le comprends. Donc après, c'est voilà, c'est qu'est-ce que tu renvoies à l'autre quand tu lui poses ce genre de questions? Et puis après, voilà, on est quand même dans un système, que ce soit scolaire ou en entreprise, où il y a des normes, où il y a des étiquettes, où il faut des diplômes, ci ou ça. Bon, bah, tu rentres pas dans la case, bah voilà, tu ne rentres pas dans la case. Un de mes premiers posts que j'avais fait, c'était un peu pour challenger aussi. On disait, euh, on m'a souvent dit, on me le dira encore, oui, tu penses trop, tu te poses trop de questions. Soit, j'avoue, je plaide coupable. Mais déjà, tu peux tout interroger. C'est quoi trop de questions? C'est quoi trop penser? C'est ça, là, là. Ok. Et moi, je te dis, Mathieu, tu as les yeux trop marrons. Qu'est-ce que tu me réponds? C'est comme ça. Que puis-je y faire? Voilà. Eh bien, moi, je te réponds, enfin, à toi, très Vas-y. spécifiquement, mais moi, quand on me dit ça, tu penses trop. Je dis, ben voilà, je suis née comme ça. Qu'est-ce que je peux y faire? Sauf que, encore une fois, c'est pas de l'ordre du mesurable, du palpable. C'est pas, tu vois, tu peux pas, ça se voit pas. Mhm. Donc, on a tendance à pas te croire ou à dire que t'en fais trop, que t'en rajoutes, ou que machin, ou que bidule. Et voilà, c'est comme ça, mais encore une fois, pour moi, c'est pour ça d'être au clair, de se dire, la manière dont je fonctionne, elle n'est pas ni mieux ni moins bien, elle est juste comme ça, et c'est aussi normal. C'est aussi ma normalité. Et le fait que je sois au clair avec ça, et ben, je préserve, encore une fois, c'est des mots forts que j'emploie, mais je peux être un peu comme ça aussi. J'emploie des mots forts. Je préserve mon intégrité. Ouais. Et personne peut dire comment je pense, comment je fonctionne, parce que personne n'est moi. Ouais, complètement. Je réfléchissais, je dis, effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, j'aurais pu aussi être plutôt essayer de comprendre pourquoi. Et finalement, à travers mes expériences de manager, de tuteur, de coach, j'ai développé une autre compétence qui s'apprend en fait. On l'a sans doute naturellement, mais c'est la curiosité. Quelque chose que j'ai pris conscience récemment, et je vous invite vraiment à aller là-dessus, et je sais que Caro tu le fais,
On a tous une représentation différente de la réalité. Donc quand quelqu'un vous dit quelque chose, allez pas en confrontation. En fait, ça sert à rien, c'est sa réalité. Questionnez sa réalité, expliquez votre réalité, et partez des différences de ce constat. Mais on peut pas imposer notre propre réalité à quelqu'un. C'est impossible. Enfin, si Ouais, c'est ouais, de la non, mais dictature. c'est ça. Ouais. Ouais, c'est clairement ça. Et après, c'est pas simple, hein, parce qu'effectivement, il y a autant de manières de. Et puis, au fonctionnement, on va dire, de base, se collent aussi bah, des traumatismes, des expériences, des vécus, plein de choses qui font que. Et au quotidien, c'est sûr qu'on peut pas questionner tout le monde, tout le temps. C'est pas toujours approprié, mais voilà, oui, c'est une vraie gymnastique, je pense, à développer. Et c'est Oui. super intéressant. C'est devenu une de mes habitudes, c'est un travers maintenant de questionner. Euh, on m'a posé, j'ai échangé rapidement avec une collègue là que je connaissais pas, puis j'ai reformulé, j'ai questionné, elle m'a dit, mais tu m'analyses? Non, non, habitude de coach maintenant, je questionne, j'aime bien comprendre et connaître les gens. Et, et en fait, il faut que je fasse attention parce que c'est de la curiosité saine en fait, mais c'est pas standard, c'est pas dans la norme, donc ça peut surprendre. Oui, ça peut paraître intrusif, parce que l'autre il dit, mais qu'est-ce qu'il veut obtenir de moi? Mais pourquoi il me questionne? Il peut se sentir... euh, et c'est marrant qu'il dise ça, ça me rappelle à l'estime de soi. Euh, Moi, je le pose systématiquement en début de coaching, parce qu'il y a quand même beaucoup de questionnements dans le coaching. Et quand on a une estime de soi assez faible, euh, ça peut vite être perçu comme un interrogatoire. Hmm. Parce que à un moment, il y a ça qui joue aussi. Et donc moi, je le pose d'entrée en accompagnement. Oui, il y a des questions de curiosité, c'est pour essayer de vous accompagner au mieux. Il y a des questions qui peuvent déranger et sentez-vous libre de ne pas y répondre aussi. Mais en aucun cas, c'est un interrogatoire. C'est pas questionner pour questionner. C'est questionner pour échanger, voir ce qui. Mais c'est pareil. Là aussi, le questionnement. On a tout un passif éducatif. À l'école, on questionne, et puis soit c'est juste, soit c'est faux. Ah bah non, c'est faux. Ok. Donc c'est vrai que quand moi aussi encore, quand on me questionne, je me dis ah est-ce que je réponds bien, est-ce que je réponds pas. Mais on s'en fout. Sauf que bah on a aussi un environnement et un système qui est celui qu'il est, et on a aussi été conditionné là-dedans. Ouais, carrément, là, il me revient mes difficultés au début de notre cursus de coach sur le questionnement. La différence entre la question fermée et la question ouverte. Et je comprenais pas, j'avais pas intégré. Donc une question fermée, c'est une question à laquelle tu peux répondre par oui ou par non. Une Mm. question ouverte, c'est une question sur laquelle tu peux ou tu dois développer. Et on nous invite, nous, en tant que coach, à faire des questions ouvertes pour ne pas bloquer un client Mm. dans la réflexion et ne surtout pas l'emmener dans un champ qui ne serait pas le sien. Et en fait, tu peux poser n'importe quelle question de manière ouverte. Mais naturellement, alors c'est en plus sans doute mon style, question fermée. Fermée, fermée, fermée. Qu'est-ce que c'était compliqué à intégrer ça? Oh, mais moi aussi au début je faisais que ça. Je n'y arrivais pas. Donc, ouais, c'est super intéressant. Donc, même les questionnements, ouais, et même ouvertes, il y a des personnes qui se sentent, en fonction à leur histoire ou quoi, qui se sentent sans arrêt. Alors que le but, non, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, en fait. Ouais, on en revient à ça, on est éduqué à avoir des questions fermées. Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'est vrai ou faux. C'est blanc ou noir. Alors après, c'est pareil, je veux dire, euh, je peux être, moi, dans des extrêmes, hein, blanc ou noir, tout ou rien. J'apprends la nuance. Je Oh, commence à toucher du doigt la possibilité d'être plus nuancée. Euh, c'est pas naturel, mais tu vois, je le développe dans des domaines qui m'intéressent et qui me plaisent. En ouais. vrai, moi, ça me plaît pas ou que j'ai pas envie, je vais rester blanc ou noir. Je vais, ça va me demander beaucoup moins d'énergie et je suis au clair avec ça, avec Et, ça aussi. et ça, si je peux me permettre, c'est une autre super astuce, Caro. Quand Mais vous je avez, t'en prie. quand tu prends conscience que tu as quelque chose à développer, que tu as envie de le développer, le développe pas partout de manière blanche ou noire. Choisis un domaine où tu as envie de l'essayer. Donc là, tu as dit les trucs qui m'intéressent, je vais essayer de mettre de la nuance. Mm, Génial, parce qu'en fait, tu vas aller sur des trucs où tu as envie. ouais. Donc tu vas te mettre en capacité de réussir.
Et la nuance, elle va finir par être acquise et tu pourras la mettre sur d'autres domaines que t'as pas envie. Mais c'est ça la stratégie. Parce que souvent, les gens que je vois, ou ce que je lis ou que je reçois, c'est toujours binaire. Blanc ou noir, et c'est généralisé. Je veux appliquer un truc dans tous les domaines de ma vie. C'est pas possible. Enfin, pas à court terme. C'est impossible à court terme. Et de manière durable. Ouais, ouais, et puis ça aurait pas de sens. Enfin, tout est contexte. Enfin, on l'apprend aussi en coaching. Moi, c'est vrai que ça m'a remis un peu à ça. Mais en vrai, tout est question et de contexte, et d'intérêt, et de nos valeurs, et de nos besoins, etc. Ouais. Euh, c'est tout est contexte. Mais effectivement, on est dans. Et tu vois, en parlant de ça, moi j'étais dans des environnements, donc j'ai une formation juridique, et après j'ai travaillé dans la banque et dans le juridique, donc un côté quand même normé, on va dire. Ou même si on t'en prend que, il y a eu des exceptions, tu as quand même des règles, hein, c'est soit ça, soit ça. Et, et moi, bah, naturellement, j'étais bien là-dedans, mais à un moment, je me suis aussi enfermée là-dedans. Et ça a impacté tous les domaines de ma vie, et j'ai perdu en discernement. Mhm. Et j'ai pu aussi tomber dans une extrême rigidité euh, parce que j'avais pas cette ouverture, ou en tout cas, je voyais bien que, ou je m'autorisais pas peut-être. Tu vois, à un moment, ce qu'on disait, je me questionnais pas sur ce qui était bien pour moi ou mes besoins ou ce qui faisait sens pour moi. J'avais appris que c'était comme ça ou comme ça. Donc je faisais. Et il y a des personnes aujourd'hui, euh, et, et je peux être encore là-dedans, bien évidemment, mais quand on dit, mais de quoi tu as besoin ou prends soin de toi, c'est des choses, ça veut rien dire. Ils n'ont pas appris à se questionner par rapport à ça. Il y a toute une génération, c'est on fait parce qu'il faut faire. Et je dis pas qu'il faut jamais faire parce qu'il faut faire. On est d'accord, il y a tous des choses qu'on fait parce qu'on doit faire. Mais à quel moment on s'autorise pour nous à faire autrement? Tu mets le doigt sur deux choses, je trouve intéressantes. Il y a la notion Ah, de... mais sur plein de choses. Tu vois, là, ça y est, C'est incroyable, Caro, incroyable. je Ah, me disperse. non, non, mais moi, enfin, en tout cas, moi, il y a deux choses que j'ai envie de relever, si je peux le dire comme Mais ça, plutôt. je t'en prie. Il y a le côté, l'invitation à s'inviter, s'autoriser à faire quelque chose. C'est difficile à faire, en fait. Il faut savoir qu'on peut s'autoriser à faire les choses. C'est ça. Et l'autre, bah, je l'ai perdu, en fait. Euh, donc, ce coup-là, c'est ton tour. Enfin, c'est mon tour. Euh, c'est pas grave, ça reviendra. Parce que, en fait, le truc substantiel pour moi, c'est ça. Il faut s'autoriser. Attends pas que quelqu'un t'autorise à faire quelque chose de bon pour toi. Tu peux avoir de la chance, il le fera. Mais il ne le sait peut-être même pas que tu as besoin de cette autorisation-là. Mais carrément. Mais carrément. Qui peut savoir à part soi? Alors déjà, soit on ne sait pas. Puis tu vois, en plus, euh, après, c'est aussi prendre sa responsabilité. Si je suis pas au clair comment je fonctionne, comment je peux attendre de l'autre, quel qu'il soit, qui réponde à mes attentes ou plus soit au clair sur comment je fonctionne ou de quoi j'ai besoin si moi-même je le sais pas. Je veux dire, c'est quand il pense. Alors quand il pense pas, c'est pas un sujet, mais quand il pense, il dit bah non, ça ne peut pas. Donc ça permet aussi de se connaître, de prendre sa responsabilité et de donner les bonnes informations aux bonnes personnes ou, ou de ne pas les donner si tu vois qu'il n'y a pas moyen. Mais à ce moment-là, tu le fais en conscience. À un moment, dans un environnement, si t'as le choix, si même un environnement qu'on peut qualifier de toxique pour soi, à un moment, quand tu es au clair, tu as le choix. Soit tu restes, soit tu pars. Des fois, il n'y a que ces deux alternatives. Mais tu sais pourquoi tu le fais. En tout cas, la loi nous autorise que deux. C'est ça. Tu m'as refait penser à un autre truc. Je l'ai vécu en tant que coach, donc ça m'intéressait de savoir si tu l'as vécu aussi. Mais là, tu as parlé justement de l'environnement et de l'autorisation. Et c'est quelque chose qu'on avait vu en formation aussi, c'est que finalement, en coaching, on crée une relation avec son client, on crée un environnement propice à atteindre l'objectif. Et finalement, si ton client ne sait pas se donner d'autorisation, nous, on a quand même un instinct. On arrive à détecter des autorisations dont il a besoin et on lui donne
une première fois. Ensuite, il apprend à le faire. Est-ce que toi, tu l'as déjà expérimenté? Bon, oui, ben moi je l'expérimente. Alors, je sais pas si j'ai bien compris, mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure par rapport aux questions. Moi, je l'autorise à voir les questions comme vraiment pour l'accompagner. Je l'autorise à y répondre ou pas. Mhm. C'est une autorisation. Parfois, je propose aussi des exercices, mais à chaque fois, le discours, c'est une proposition. Il est libre de le faire ou pas, et chacun à son rythme. C'est ça, en fait, autoriser. Euh, et tout en étant, après, bah, chacun, dès le départ, c'est très clair, chacun est responsable de sa partie, mais comme dans toute relation ou comme dans tout, hein, en relation, en communication, on est chacun responsable de la moitié de la relation. À un moment, on fait notre part. Si l'autre la fait pas, bah voilà, Ouais. ça ne se passera pas. Chacun est responsable. Et l'inverse est vrai aussi, pour pas qu'on me taxe de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais si l'autre fait sa part et que moi je ne la fais pas, ça ne fonctionnera pas non plus. Donc oui, c'est donner des autorisations et des trucs tout bêtes, tu vois, la balançoire, on en rigole. Ça fait quelque temps que je dis, moi j'adore faire de la balançoire. Ah, et il y a beaucoup de gens ou beaucoup de réactions qui sont, ah, à ton âge, ben oui, à mon âge, parce que j'adorais ça petite. Mais en fait, j'aime toujours ça. Et pourquoi à plus de 40 ans, on ne pourrait pas faire de la balançoire? Donc il y a des personnes, tu vois, qui disent, ah ben non, à ton âge, bah, ça ne se fait pas. Très bien, j'entends. Tu vois, je laisse couler, je vais pas essayer de les convaincre. Enfin, ça n'a Mhm. aucun intérêt. Et puis voilà, c'est le droit aussi d'avoir cette pensée-là. Mais je t'assure qu'il y a deux, trois fois où des personnes m'ont regardé en me disant, mais c'est génial, mais moi aussi j'adore ça, mais je m'autorise plus à en faire. La prochaine fois que j'en veux une, je vais refaire. Tu Ça, vois, c'est une et belle là, autorisation. je suis émue quand j'en parle parce que ça peut paraître anecdotique. Tu vois, ça peut paraître un détail, une futilité, alors qu'en fait non, parce que c'est l'essence même. Si tu transposes ça dans tous les domaines, c'est, ça peut vraiment euh, bah, te faire du bien en fait. Et c'est pas interdit de se faire du bien et c'est pas égoïste d'aller faire de la balançoire parce qu'on aime bien et c'est pas pour ça qu'on sera un mauvais collègue, un mauvais parent. T'as le droit d'être égoïste par moment. C'est une pensée égoïste d'aller se faire plaisir et de faire de la balançoire. Est-ce que c'est grave? Ouais, mais ouais, ouais. Non, Ah, tu vois, ça me refait penser à... Gamin, j'adorais dessiner. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de reproductions, beaucoup de trucs. Et les années allant, en fait, j'ai arrêté de dessiner. Et, et il y a 5 ans, je me suis retrouvé à devoir faire du sketchnote. Et d'un coup, je me suis rappelé que j'aimais dessiner. Ça m'a fait un bien fou, je me suis remis à faire des sketchnotes. D'ailleurs, sur le site Code Circulaire, j'avais commencé à sketchnoter des mouvements, des choses comme ça, ouais, et juste gribouiller un petit peu. En plus, moi qui fais tout par ordinateur maintenant. Mais effectivement, c'est ouais, un petit plaisir qui prend pas de temps et qui fait un bien fou. ouais, c'est ça. Et tu vois, là, on sort des trucs, ce que j'ai aussi entendu, oh bah ça sert à rien. Alors non, effectivement, je ne vais pas changer la face du monde en faisant de la balançoire. Mais ça me sert à moi. Ça me sert à être bien. Enfin, tu vois, c'est ça aussi dans un monde de performance, de toujours plus, de toujours. En quoi tout ce qu'on fait devrait servir à quelque chose de l'ordre de la performance ou de l'ordre du statut ou de. C'est un sujet, Quand. c'est un sujet que je veux aborder là prochainement. J'ai pas encore trouvé l'angle. Et je sais pas si t'as écouté le deuxième épisode d'Optimum Life encore. Pas en entier. Pas en entier. Avec Martin, j'ai extrait une séquence dessus. On parlait justement de quand il a commencé à s'entraîner au début sur l'équilibre. Il était dur tous les jours, etc., etc. Et très vite, il s'est rendu compte qu'en prenant un peu de propos, il était meilleur après. Et ce culte de la performance, le no pain, no gain, la rentabilité à tout prix, les gens qui s'occupent et qui se remplissent l'esprit, en fait, ils sont pas dans la bonne stratégie, ils sont dans de l'évitement pour pas se connecter à eux-mêmes et faire les bonnes choses. Donc si vous voulez vraiment être performant, les gars, vous devez, obligez-vous à avoir des temps pour vous, et pire, à ne rien faire. Mm. Rien de rien de rien de rien. Sinon,
c'est foutu, vous allez vous cramer. Ouais, ouais. Alors, vous le devez, tu vois, du coup, Si, il vient me chatouiller je le un peu. fais exprès. Mais Je je le sais fais bien, exprès. C'est de la provoque. ça vient me chatouiller, mais moi, je l'ai Désolé, Caro. vécu. Non, non, mais je t'en prie. Mais c'est vraiment de la provoque parce que c'est quelque chose qui m'horripile et il faut, là tu vois, euh, Mm. il faut essayer pour le comprendre. Et ça, c'est Ouais, ouais, important. Et je me suis cramé comme ça aussi. Je le sais ce que c'est. ouais, 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 ouais. Moi, je l'ai vécu au boulot, alors pour les pauses, par exemple. Euh, je peux être très performante. Enfin, si je suis dans une tâche, enfin, je peux abattre sur un temps court. Si je sais où je vais et que ça me plaît et que j'ai les compétences en plus, j'y vais, je peux être très, très performante. Par contre, il y a un moment, je vais être en surcharge, en surstimulation, il faut que je coupe. Donc, au boulot, je faisais beaucoup de pauses. Ça pouvait être des pauses toutes les heures. Mhm. Alors, sur les derniers temps, c'est un poste, voilà, j'avais pas de contraintes. Alors, quand c'est en réunion, je ne pars pas en plein milieu de la réunion, bien évidemment, je m'adapte. Une journée complète, là, je me serais suradaptée. Donc, voilà, j'allais faire des pauses. Et on me dit, ah, mais Caroline, elle fait beaucoup de pauses, tu vois. Donc, il y avait quand même le jugement, le truc, elle n'est pas productive, elle fait beaucoup de pauses. Ouais, mais les gars, c'est que moi, je fonctionne comme ça. Et des fois, je pouvais rester 3 heures quand vraiment j'étais focus sans faire de pause. Mais du moment où j'ai identifié, ici, en 1 heure, si je fais une pause, je peux faire en 1 heure, parce que je peux passer une demi-journée ou une journée à faire si je ne fais pas de pause ou si l'environnement ne me convient pas. Mais tu vois, avant, je me sentais jugée, je me disais, ah bah oui, peut-être je fais trop de pauses, ah bah oui, machin. Aujourd'hui, non. Je fais des pauses. Au bout d'1 heure, c'est parce que j'en ai besoin, mais le taf, il est fait. C'est quoi le problème? Si je peux faire en 2 heures ce que l'autre fait en une journée ou inversement, c'est quoi le problème? Ouais, bah, je suis pas performante peut-être, je suis peut-être parce que je fais des pauses toutes les heures. Ok, ouais. C'est autre Dans ta... chose pour moi. De mon expérience, on est plutôt sur le regard à l'apparence. Ce qui compte, c'est le temps de présence à ton poste de travail. Ah Je oui, ça caricature aussi. exprès, mais c'est le temps de présence. La pause clope avec tout le monde, si c'est bien, parce que c'est vachement bien de faire les pauses clopes avec les collègues pour refaire le monde. Et le temps Ouais. assis à ton bureau. C'est vachement bien si t'arrives tôt et que tu pars tard. Ah bah oui, oui, complètement. Moi, passé un moment, au début, j'étais pas à l'aise. Plus ça a été, plus je me suis autorisée à le faire. Et puis, bon, je mettais ma petite touche d'humour. Toi, des fois, je partais à 17 heures. Bon, bah, j'ai pris ma journée, hein. Ne m'envoyez pas. Voilà. Parce que, mais oui, oui, c'est aussi un sujet. Mais c'est vachement plus facile de regarder le temps de présence à un bureau de quelqu'un que de mettre en place des métriques et des indicateurs pour vérifier une vraie productivité. Oui. Puis sachant que tout peut pas se mesurer tout le temps. Enfin, tu vois, moi, c'est un truc dans le monde actuel qui mais je n'en peux plus. Et j'ai été aussi pourtant là-dedans, hein, dans mes différents travaux, mes emplois. Euh, je ne peux plus. Tout ce qui est indicateur de performance, mesure, je peux comprendre la pertinence que ça existe, mais c'est trop. Et puis quand tu as que cet indicateur, ça ne veut rien dire, hein. On en revient au contexte, c'est toujours Au contextuel. contexte et à l'absolu et au relatif. On en revient toujours à ça, à la nuance. Moi, il y a un Mais truc Vas-y, excuse-moi. non, non, je t'en prie. Je disais, il y a un truc, je te rejoins. Plus ça va, moins j'apprécie les nombres, les indicateurs. Il y en a certains qui sont importants quand même. Mais s'ils ont un sens, admettons, pourquoi pas. Mais souvent, on m'a demandé des indicateurs parce qu'il fallait des indicateurs comme les autres. Et en fait, là, ça sert à rien. Si je prends l'exemple, quand on a commencé à faire les transfos agiles dans mon entreprise, donc on a plein de rituels standards qu'il faut appliquer. On mesure la vélocité de l'équipe, donc la capacité à délivrer de la valeur régulièrement. Ça part d'un principe intelligent et intéressant parce que c'est pour être prédictif sur le nombre de choses que tu vas être capable de produire et anticiper tes plannings. Mais ça veut dire que tu estimes correctement. Et en fait, quand tu estimes et que tu te trompes, parce qu'on se trompe tout le temps, on le sait, mais que ces indicateurs, tu n'en fais rien, et tu n'apprends pas non plus, en te disant, ok, en fait, on s'est craqué, on a fait la moitié de ce qu'on voulait, donc il faut qu'on retravaille notre vélocité, c'est pas la bonne. Et tu continues. Mais en fait, ça sert à quoi à part te miner? Donc pour moi,
Je suis vraiment dans le pragmatisme. Je ne mets en place les indicateurs que s'ils sont nécessaires et qu'ils font sens. Et là, avec l'équipe que j'ai montée, euh, on a très peu d'indicateurs. On s'est cadré sur des sprints de 3 semaines pour être comme les autres équipes. Et finalement, les seuls trucs, c'est ensemble, on décide de ce qu'on pense pouvoir terminer dans les 3 semaines. Pas le cumul, mais les choses importantes. Et on en donne 5 maximum. Et en fait, quand il y en a un qui pense que ça tient plus, on s'arrête là. Et on n'engage rien de plus. Il nous explique, et on s'arrête là, et on voit. Hmm. Et là, ça fait sens avec tout le monde, ça fait pas des indicateurs partout. Et tout ce que j'ai rajouté, parce que j'aime bien le côté matériel physique, on a un beau tableau blanc, on a le titre, on a une checkbox, et on a le plaisir de cocher la case. C'est le seul indicateur. Combien de sprint goals on a coché sur ce sprint? Ça prend pas de temps, et t'es capable d'apprendre et d'ajuster. Ça, c'est top. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis tu vois, tu amènes la question de sens. Le sens, c'est pareil, c'est quelque chose de très, très, très relatif. Donc là, ensemble, vous décidez du sens. Et c'est vrai que moi, des choses n'ont pas de sens pour moi, mais ça va l'avoir pour quelqu'un d'autre, je l'entends. Donc c'est vrai que plus l'environnement ou dans le milieu professionnel, plus la structure est grosse, ouais, plus c'est bah, le sens. Tu pourrais avoir 15 000 sens avec 15 000 employés, tu vois. Hmm. Mais oui, oui, c'est un vrai sujet, le sens aussi, hein. Mm. Alors, Caro, je Mais fais bon, le timekeeper parce que tu m'as dit que tu avais un oui, impératif dans 10 minutes. absolument, je te Donc, euh, remercie. donc je Et puis préfère. après, voilà, tu as raison tu es cadre du temps. Ça me va Non, mais très moi, bien. c'est OK pour que ça dure plus longtemps, mais je veux pas te retarder. Donc, ça fait déjà 1 heure, plus d'1h10 qu'on échange ensemble, c'est cool. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que dans tes notes, il y a des choses que tu avais préparées que tu n'as pas pu aborder? Mais certainement, des tonnes, mais on pourrait en parler des jours. Euh, non, moi, la seule chose, tu vois, le message en fait que je voulais faire passer, c'est bah, bien se connaître pour bien fonctionner ou fonctionner du mieux possible. Euh, Être au clair sur ce dont on a besoin, ce qui est acceptable pour nous et sur ce qui ne l'est pas. Voilà. Et encore une fois, bien se connaître. Alors ça peut paraître très très intellectuel, hein, mais au final, c'est notre corps qui parle, hein. Moi, j'invite vraiment les gens à s'observer. Euh, des fois, tu dis, ah, je me sens pas bien, mais avant de faire une activité, on s'arrête 2 secondes. Il dit quoi le corps? Il a mal au ventre. C'est, en fait, c'est ça la clé, c'est s'observer en situation et pas que nos pensées, observer aussi nos corps. Comment je me sens à ce moment-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment je fais? Qu'est-ce que je peux adapter? Qu'est-ce que je peux pas adapter? Quelle stratégie je mets en place? Alors, ça peut être fatigant, surtout au départ, c'est pas naturel, mais c'est comme tout. Ce grand sportif que tu es, peut-être que tu ne me contradiras pas, c'est de l'entraînement. Moi, au début, il fallait que je m'observe sans arrêt. Maintenant, il y a des choses, je sais où je repère tout de suite et ça ne me prend pas 3 heures à analyser. Je sais que je vais à une soirée, qu'il va y avoir du monde, qu'il va y avoir ci, voilà, il y avoir telle personne. Je sais, je mets en place mes stratégies. Voilà, donc bien se connaître pour avoir des meilleures relations avec soi. Pour moi, c'est vraiment ça de se dire que on ne dysfonctionne pas. On est d'accord, en dehors des pathologies ou des dysfonctionnements qu'on peut avoir, comme tout à chacun. On est Oui, ouais, d'accord, tout là, à on est fait. vraiment sur un terrain où tout est, j'allais dire normal, mais non, rien n'est normal. On va dire en dehors de toute pathologie, quelle qu'elle soit, euh, voilà, s'observer pour voir ce qui nous convient le mieux et faire des choix éclairés et voilà, préserver son intégrité et aussi donner des autorisations à soi et aux autres. Vraiment, moi, c'est ça le message. Il n'y a pas de fonctionnement qui soit ni mieux ni bien. C'est plus ou moins adapté. Donc, comment on fait avec ça, quoi? Ouais, donc connais-toi pour identifier ton mode de fonctionnement. Moi, je voudrais rajouter sur ce que tu disais, la notion d'entraînement. Mon invitation pour pas te cramer, c'est de s'entraîner sur une chose à la fois. Deux choses. C'est un petit peu compliqué.
Ah, mais tu connais, hein. Faire le tri, les étapes, tout ça, Ah, ça me fatigue. Ah, je j'ai du comprends. boulot. Peu importe, même pas le tri, l'instinct, mais ne pas s'entraîner sur tout en même temps, c'est énergivore, c'est stressant. Et tu parlais des maux du corps. J'ai fait quelques lumbagos là, alors aucune raison physique, donc c'est beaucoup de psyché qui compte, et c'est juste que j'ai pas écouté les signaux longtemps. Et donc au bout d'un moment, le corps il finit par te dire, ça suffit là. On parlait de suradaptation, tu t'es suradapté bien trop, mon grand. Mm. Crac! Donc je refais, c'est un rappel à l'ordre, tu retravailles différemment, c'est Ouais. intéressant. Le corset, hein. Le corset. Alors après, voilà, moi, ce que je peux lui reprocher, c'est qu'il est pas toujours très clair dans ses messages. Ça, c'est un truc, manifestement, des fois, il pourrait être plus clair. Oui, je suis d'accord. Mais c'est vraiment se reconnecter à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, en fait, hein, parce que qu'on ait des fondations solides. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Alors, Ouais, je même sais. sur le... Mais oui, L'humilité, j'avais oublié, tout pardon. à fait, oui, c'est dans ta C'est- présentation. Je ferai un petit switch au montage et puis je le rajouterai. Euh, non, j'étais en train de réfléchir sur le côté entraînement, c'est beaucoup extériorisé, c'est beaucoup de gens qui imaginent ça en travail dur, mais finalement, il y a tout un travail de connexion avec toi-même. Donc il y a l'entraînement externe, mais qui ramène un travail et une connexion interne. Et t'es pas obligé de faire du yoga pour ça, quoi. Ah ouais, non, oui, je te rejoins. Une grande sportive comme moi. Super. Et si on a envie de travailler avec toi, Caro, Oui. comment on te trouve? Comment on me trouve? Donc, on peut me trouver sur Instagram, donc c'est Caroline arrobase Métaphore Coaching ou sur le site métaphorecoaching.fr. Alors, subtilité, ça s'écrit Méta 4 Coaching. Voilà, c'est le côté original, n'est-ce pas? Métaphorecoaching.fr. De toute façon, je vais rajouter les liens en description. Merci. J'en profite d'ailleurs, donc en dessous, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, puis tu partages à quelqu'un qui va kiffer apprendre autour de l'adaptation et suradaptation. J'ai l'impression que c'était un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui et de la connaissance de soi. Bah oui, mais je pense que tout est dit en fait. C'est les seuls sujets qui sont intéressants, non? Je suis désolé, Caro, mais là non. Non, bah super. Euh, je vois rien d'autre à ajouter. Si jamais, bah, tu as déjà dit ce que t'aimerais que les gens retiennent. Qu'est-ce que toi t'as retenu de notre échange? Euh, Bah moi, j'ai retenu que, tu vois, le fait d'en parler, ça me ferait prendre conscience que je suis quand même super au clair sur mon mode de fonctionnement, que je l'accueille plus qu'hier et sûrement moins bien que demain. Ouais. Et c'est pas pour ça que tout est parfait, enfin, tout évolue en fait, hein. Donc, en fait, c'est ça, savoir comment on fonctionne, c'est pas une fois pour toutes, mais c'est vraiment avoir des repères. Et donc, moi, tu vois, je prends conscience que j'ai des repères qui sont déjà bien en place et d'autres qui s'ajustent au fur et à mesure. Cool. Et je te remercie pour cet échange. En plus, je me suis sentie, voilà, on se connaît bien maintenant et donc j'étais ravie de pouvoir échanger avec toi et j'espère bah, que la vidéo aura de la valeur pour quelqu'un quelque part. Voilà. Si tu as trouvé cet échange intéressant, que tu as appris quelque chose, tu nous le dis en commentaire, tu le partages, t'hésites pas à contacter Caro ou moi, et si tu mets un commentaire, on viendra te répondre avec plaisir. Euh, Caro, est-ce que tu as quelqu'un que tu aimerais que j'invite à un prochain épisode? Alors, j'ai quelqu'un en tête. Ouais. Bon, les coachs aussi, alors les gens veulent peut-être pas trop de coachs, mais tu vois, on a évoqué la question du sens et je pense que tu connais cette personne, donc c'est Florence, Mhm. qui elle, voilà, la question de sens fait vraiment sens pour elle et je pense que c'est un sujet qui peut être aussi intéressant, savoir de quoi on parle et pour moi, du coup, je discutais l'autre jour avec elle, pour moi, voilà, la connaissance de soi, c'est vraiment les fondations et puis le sens, ça vient. Tu vois, donner autre chose en plus. Ok, eh ben écoute, Flo, si jamais tu regardes, bisous, et puis on va se caler un enregistrement ensemble si t'es ok. Eh ben écoute, Caro,
On va être pile poil dans les temps. Je te remercie beaucoup pour cet échange. C'était vraiment génial. Si jamais ça te dit qu'on redéveloppe sur un sujet particulier, ce sera avec plaisir que je t'accueillerai, parce qu'on a des tonnes de choses à creuser. C'est cool. Bah, merci à toi. Tu vois, merci de m'avoir fait passer à l'action. Et c'était un vrai plaisir, Mathieu, d'échanger avec toi. Et bah top. À bientôt. Et ciao tout le monde. Au revoir.